chaque vendredi. C'est déjà votre émission qui commence, révocation, démission, mais aussi nomination. C'est donc là les trois mots qui sont sur toutes les bouches ce dernier temps. Dans la classe politique, vous le savez, avec le mouvement de G7, l'actualité est abondante. Mais justement, aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet assez important pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Est-ce que Joseph Kabila est lui-même le problème ou il est la solution? C'est donc au travers de cette émission que vous allez avoir un peu de claircissement sur tout ce qui s'est passé ces derniers temps. On reçoit ce soir le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Lambert Mende. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Monsieur Lambert Mende, aujourd'hui, comment se porte votre famille politique avec tout ce qui se passe? Est-ce qu'aujourd'hui on peut conclure que le président de la République est déstabilisé? Non, la famille politique a connu des jours pires. Je pense qu'il y a eu effectivement un vent de révolte en son sein, mais qui a été finalement peu significatif dans la mesure où il n'a pas emporté un nombre important et de partis et d'élus. Et donc c'est, comme le disait un de nos collègues hier, plutôt un coup d'épée dans l'eau. Et le président en sort regaillardi parce que les troupes se sont soudées autour de lui. Alors, autour de lui, hier, vous avez eu un conseil de ministres, monsieur avez fait justement le compte-rendu à la télévision. Oui, c'était quoi exactement? Est-ce que vous pouvez donner quand même d'une manière un peu bref les différents points que vous avez abordés au cours de ce conseil de ministres? Le conseil de ministres n'avait rien à voir avec les vents qui traversent la classe politique. Il s'agissait des affaires d'État. D'abord, la mise en œuvre d'une injonction de la Cour constitutionnelle qui, comme vous le savez, avait ordonné au gouvernement de prendre des mesures transitoires exceptionnelles pour assurer la gestion des nouvelles provinces avant les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de celles-ci. Il a donc été proposé à la signature du chef de l'État une ordonnance portant nomination de commissaires spéciaux et de commissaires spéciaux adjoints pour administrer les nouvelles provinces, ce qui va se faire lorsque le président va sanctionner ce texte dans les heures qui viennent. Ensuite, nous avons parlé des compétences des cours d'appel. Vous savez qu'on a un problème de disponibilité en magistrats et en infrastructures et qu'on ne pouvait pas passer directement l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire. 25 juridictions de ce niveau-là. Donc on a pu proposer au Parlement une modification de la loi qui permet aux cours d'appel actuelles d'avoir juridiction sur plus d'une province. Voilà les deux points qui nous ont... Alors justement, on revient au premier point par rapport à la nomination. C'est pas par prérogative constitutionnelle. Hein, c'est la Constitution qui donne ce pouvoir au président de la République. Est-ce qu'on peut considérer ces commissaires comme des gouverneurs, monsieur le ministre? Un commissaire spécial n'est pas un gouverneur, bien qu'il remplisse les fonctions de gouverneur. Et c'est une mesure exceptionnelle. Je voudrais vous renvoyer à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas une mesure ordinaire qui peut s'inscrire dans le fonctionnement régulier de la Constitution. C'est pourquoi il a fallu avoir l'autorisation de la Haute Cour pour le faire, parce qu'on ne pouvait quand même pas, dans ce cas de force majeure, laisser les provinces non gouvernées. Il n'y a aucun intérêt à cela. Mais justement, comment ça va se passer avec le nouveau fichier électoral qui va arriver? On va les désigner. Lorsque les élections arriveront, ceux qui seront élus vont prendre leur place de gouverneur et les commissaires spéciaux, ce seront leurs activités. C'est tout. Les commissaires spéciaux qui seront désignés par le président de la République, nécessairement, ils vont être issus de la majorité présidentielle. Monsieur le ministre. C'est vous qui le dites. Vous prenez un peu les choses un peu trop rapidement. Je n'ai pas dit comment ils ont été désignés, comment ils vont être désignés. La Cour constitutionnelle a demandé au gouvernement de prendre des mesures, et la mesure que nous avons trouvée, c'est bien celle-là. Et donc, naturellement, vous serez informé de qui sera désigné. Vous verrez bien s'il s'agit de gens de la majorité ou pas. Ils vont pas se décider. Après tout, c'est la majorité qui décide sur le gouvernement. Et il y a des gens d'opposition dans le gouvernement. C'est-à-dire que parfois, on va au-delà quand même. Mais justement, Lambert Mende, est-ce que le processus électoral tel qu'il avance au pays, est-ce qu'il envoie des signaux positifs? Oui, madame, je pense que le processus envoie des signaux positifs. Il ne faut jamais être pressé. Je pense que ceux qui se pressent ont toujours le temps après de le regretter. Regardez le Burundi, regardez le Burkina Faso.
ces donneurs de leçons? Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, à force de vouloir courir avant la montre? Je pense qu'il faut laisser le temps au temps, il faut laisser les choses se dérouler conformément à la Constitution. Tout ce qui se fait jusqu'à présent est prévu dans la Constitution. Conformément à la Constitution, vous avez parlé du Burundi, vous avez parlé du Burkina Faso. Blaise Compaoré avait émis le souhait de briguer encore un autre mandat, justement, en violation de la Constitution, et il y a eu soulèvement populaire. Vous le savez, monsieur le ministre, et aujourd'hui, ce qui est arrivé... Le soulèvement populaire a violé aussi la Constitution du Burkina Faso. Mais qui a commencé cette violation? C'est Blaise Compaoré. Une cour de récréation pour dire c'est vous qui avez commencé, c'est vous qui avez commencé. Tous ont violé la Constitution et aujourd'hui ils sont au fond de la nasse. Ici, personne n'a violé la Constitution jusqu'à présent, à moins que vous ne me le disiez. On voit les conséquences, justement, on voit les conséquences au Burundi. Aujourd'hui, c'est la garde presque républicaine qui est à la tête du pays. Monsieur Médé, est-ce que le Burkina Faso peut être une façon pour les Congolais de tirer une leçon, finalement? Ah, je vous le disais ici même, que le Burkina Faso n'est pas un exemple pour la RDC. C'est plutôt certains médias qui prétendaient que nous avions des leçons à apprendre de là-bas. Souvenez-vous, RFI a fait une campagne odieuse pour nous dire que le ballet citoyen était quelque chose que tous les Africains doivent suivre. Souvenez-vous, des diplomates des Américains ont financé des tickets pour que ces jeunes gens de ballet citoyen du Burkina Faso, qui avaient brûlé leur parlement, viennent ici nous apprendre comment brûler nos parlements. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que là n'est pas la route. La route est dans la Constitution, la route est dans le dialogue, et c'est tout ce que Joseph Kabila voudrait respecter dans notre pays. Est-ce que le peuple congolais ne peut pas prendre l'exemple du peuple burkina qui s'est levé contre justement l'intention du président Blaise Compaoré de violer la Constitution? Madame, en se levant contre une intention, là-bas il y avait une mise en pratique. Une mise en pratique. Ici, on juge des intentions. Est-ce qu'il faut vraiment justement, se contre des intentions? Est-ce que les procès d'intention doivent être encouragés? Non, madame. Parce que vous pouvez vous tromper sur mes intentions et m'attaquer alors que je n'ai pas cette intention-là. Attendez que je pose un acte pour le condamner. Oui, mais la précision ou la confirmation d'une intention se définit aussi par les signaux. Oui, à travers l'acte, par les signaux. C'est d'ailleurs, le G7 vous a reproché, monsieur le ministre, c'est-à-dire vous, de la majorité présidentielle. Ils ont relevé quelques points, tentative de réécriture de la loi électorale, mais pas acte. velléité de la révision constitutionnelle. Oui, oui. Nous parlons français. Il n'y a pas un acte. Vous ne m'avez pas encore donné un acte. Tentative, velléité, intention. Démembrement précipité. Démembrement est constitutionnel. C'est eux qui violent la Constitution en refusant le démembrement. Dites-moi, il n'y a pas dans la Constitution du Congo le passage de 11 à 26 provinces, d'où il vient maintenant qu'on peut s'opposer à 26 provinces en disant qu'on veut respecter la Constitution. C'est une tricherie. Mais la monsieur Constitution le ministre veut qu'on passe à 26 provinces. Le président Kabila passe à 26 provinces. Vous vous opposez et vous dites que c'est vous qui défendez la Constitution. C'est de la tricherie, c'est du mensonge. Arrêtez de prendre les Congolais pour des idiots. Monsieur le ministre, donc tous ces reproches qui ont été formulés par le G7, ça n'a rien à voir avec vous? Ça vous le considérez? Avec la réalité, la preuve, c'est que lorsque nous sommes retirés avec nos amis pour en parler, ils n'ont pas eu un seul mot pour se justifier. On s'est rendu compte que certainement les idées ne venaient même pas d'eux, qu'ils ont été téléguidés par ces chancelleries qui nous reprochent des choses qui n'ont strictement rien à voir, madame, avec la Constitution. Ce qu'ils nous reprochent, c'est de les avoir abandonnés, la vieille Europe, vous savez, l'Occident, et que nous allons vers les Chinois. Et ils utilisent les faibles d'esprit parmi nous pour que nous puissions nous faire la guerre entre nous. Voilà tout. Le fait est que si ces gens avaient des idées à défendre, lorsque nous avons été en réunion au bureau politique, ils auraient défendu leur point de vue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès les premiers instants de la réunion, ils se sont mis debout, ils sont sortis, parce qu'ils n'avaient rien à dire. Ils sont allés rejoindre leur chef dans les chancelleries pour dire il faut créer des incidents. Alors, on ne gouverne pas un pays à coup d'incidents. Mais justement, monsieur le ministre, vous avez dit téléguidé par des chancelleries, etc. Absolument. Monsieur le ministre, comment, oui, je vais prendre un par un. Comment vous pouvez considérer aujourd'hui, imaginez quelqu'un comme monsieur Pierre Lumbi qui a été très très proche du président de la République. Oui, comment la motivation de leur acte, qu'est-ce que ces chancelleries-là? On a vu même des présidents être manipulés par des chancelleries, même dans ce pays ici. Vous aviez un président ici, le président Mobutu, qui était un pion des chancelleries dans la guerre froide.
Vous croyez que parce qu'on a une position dans la hiérarchie sociale, on ne peut pas être manipulé par l'étranger? Ils étaient manipulés par l'étranger. Ne me dites pas que le fait d'être haut placé dans la hiérarchie sociale vous met à l'abri de telles manipulations. Ils ont été manipulés. La preuve, c'est qu'ils ne pouvaient pas se justifier. Pourquoi ils ne se justifient pas? Pourquoi ils font simplement les choses à coup de communiquer, à coup d'incident? Voilà la question. Ils ont fait quand même un mouvement pour respecter la Constitution, Mais monsieur le pourquoi ministre. ne pas s'en expliquer avec nous? Pourquoi ne pas s'en expliquer dans une réunion avec nous? C'est ça que nous voulions. Ils ont envoyé la correspondance. Cela n'est pas suffisant, monsieur le ministre. En politique, on parlait, on dialoguait. Est-ce qu'il suffit de rédiger, d'aller venir signer? S'ils ont essayé de le faire. Dans des chancelleries, madame, et on vient signer, on vous envoie, et lorsqu'on vous demande les motivations, on vous demande les preuves, vous dites on a violé la Constitution. Quelle disposition de la Constitution a été violée? Et vous vous mettez debout, vous sortez. C'est que vous n'avez pas d'éléments de preuve. Monsieur le ministre, ils ont été dans une famille politique, ils ont été dans une famille présidentielle durant beaucoup d'années. Quand même, oui, quand même, 10 ans, oui, ils ont été là, monsieur le ministre. Manifestement là, ce sont des héros fatigués. Vous savez, le combat contre le néocolonialisme est un combat de longue haleine. On peut se fatiguer, et nous comprenons qu'ils se sont fatigués, ils ont rendu les armes aux néocolonialistes. Mais monsieur le ministre, il y a quand même une motivation de leur acte, parce que ils ont été quand même à la gestion de la chose publique. Mais bien sûr, c'est ça la motivation. Le néocolonialisme les a vaincus, et le néocolonialisme a plus de moyens que ceux qui sont au pouvoir. N'allez pas me dire que les Occidentaux ont moins de moyens que nous. Monsieur le ministre, restez dans une famille politique où on ne vous fixe pas sur l'avenir, sur les perspectives. Et aujourd'hui, le président de la République le sait que le débat actuel, c'est 2016. Pourquoi il ne pouvait pas fixer justement... Le débat actuel, ce n'est pas 2016. Le débat actuel, c'est le débat d'aujourd'hui. Le débat actuel, c'est comment finir la guerre. C'est la femme qu'on a violée hier à Béni, c'est l'enfant qu'on a décapité hier à Béni, c'est comment empêcher cela. C'est la route qui s'est coupée, c'est le pont qui s'est écroulé, c'est l'embarcation qui s'est retournée, qui a tué des gens. C'est des routes qu'il faut entretenir. C'est ça un mandat d'un président. C'est les hôpitaux qu'il faut construire. C'est ça. Et les élections, vous mettez ça où? Ça ne fait pas partie de vos priorités, finalement. Bien sûr, les élections viendront. Nous avons toujours ce qu'on appelle un calendrier politique. Le calendrier politique fixe à 3 mois avant les élections le débat sur l'élection présidentielle. À ce moment-là, on va sonner le débat. On dit maintenant, on en parle. Qui sont candidats? Qui ne sont pas candidats? Pourquoi vouloir prendre les choses si longtemps en avant s'il n'y a pas des intentions cachées? Aujourd'hui, nous exerçons notre mandat. Aujourd'hui, nous construisons la République. Aujourd'hui, nous gérons les besoins primaires d'une population de 70 millions d'habitants. Ce n'est pas cela qui les intéresse. Mais vous savoir qu'est-ce que leurs enfants vont manger demain. Mais est-ce qu'ils vont aller à l'école demain? Est-ce que les agents de l'État seront payés? Est-ce que les policiers vont assurer l'ordre? Est-ce que ceux qui commettent des crimes seront poursuivis? C'est ça le débat pour un État. Le débat des élections vient en période électorale. C'est pourquoi on a limité la période de campagne électorale. Vous voudriez que nous soyons en campagne électorale tout le temps? Quel est ce pays qui peut soutenir cela? Ça n'existe pas. N'inventons pas la roue. Mais monsieur le ministre, justement par rapport à la convocation du Premier ministre à la Cour constitutionnelle, le Premier ministre avait avancé quoi comme raison lorsqu'il est allé à la Cour constitutionnelle? Il a avancé comme raison, je vais vous dire, que l'élection des gouverneurs à titre intérimaire n'ayant pas été prévue dans le calendrier global élaboré par la Commission électorale nationale indépendante n'a pas été budgétisée. Et que donc il n'y a pas de fonds pour cette rubrique-là d'élection des gouverneurs à titre intérimaire. Et j'ai entendu des gens, des médias mentir en disant que le Premier ministre a dit qu'il n'y a pas d'argent pour les élections. Non. Il a dit la rubrique des élections des gouverneurs à titre intérimaire. Mais on voit quand même, mais il y a de l'argent pour construire l'immeuble du gouvernement. C'est budgétisé. Ce qui est budgétisé, nous devons l'utiliser. Ce qui n'est pas budgétisé, nous devons aller à l'Assemblée pour demander l'autorisation. Vous ne pouvez pas en même temps nous demander... La construction de l'immeuble du gouvernement était budgétisée. Les achats d'avions budgétisés. Donc tout cela peut se faire. Mais même s'il faut avoir 100 000 $ pour une dépense qui n'est pas budgétisée, un gouvernement sérieux, madame, ça va à l'autorité budgétaire d'abord. C'est ce qu'il a dit à la Cour constitutionnelle. Donc il y avait cas de force majeure. Il y avait cas de force majeure. Aujourd'hui, monsieur le ministre, pensez-vous qu'on reste encore dans le délai? Est-ce qu'on va respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des élections? Vous confondez un peu, hein, c'est-à-dire que vous avez l'habitude, vous des médias,
de vous entremêler les pinceaux. Vous posez des questions sur des compétences relevant de l'institution Commission électorale nationale indépendante au gouvernement, parce que vous avez envie de fouetter le gouvernement. Alors moi je vous réponds, nous ne sommes pas compétents en matière de délai, nous ne sommes pas compétents en matière de calendrier électoral, c'est la CENI. Alors posez la question à la CENI, elle vous répondra si on peut aller aux élections dans les délais. Si je vous réponds et que la CENI dit non, c'est pas possible, et pourtant vous allez me traiter, excusez-moi, vous allez me traiter d'usurpateur. Je vais chercher à usurper les compétences de la CENI. Chacun a ses compétences. Moi, je représente le gouvernement. On a bien compris, Lambert Méndé, et pourtant, les G7, parmi les points évoqués, ils ont parlé aussi de la... G7, c'est un groupe de pays les plus développés au monde. Nous les appelons les dissidents. C'est votre terme, je vous le concède. Je vous le concède, monsieur le ministre, priorité à l'organisation des élections municipales, locales, etc. Ils ont encore reproché. Ils deviennent CENI, usurpation de qualité. Est-ce que le groupe des partis là a qualité pour décider de quelles élections doivent venir avant ou quelles élections doivent venir après? Est-ce qu'ils sont le Parlement pour légiférer? Est-ce qu'ils sont la CENI pour décider du calendrier électoral? Voilà l'usurpation. Pourquoi vous ne condamnez pas cette usurpation? Depuis quand des particuliers se réunissent et décident de ce qui est prioritaire en matière de calendrier électoral, alors que votre Constitution donne ce privilège uniquement à la Commission électorale? D'une manière indirecte, ils disent, d'une manière indirecte, peut-être ils font savoir que c'est le pouvoir qui serait en train de manigancer tout cela pour gagner du temps, monsieur le ministre. Sans apporter la moindre preuve, je pense que c'est en français des imputations calomnieuses. Si vous alléguez des choses contre quelqu'un, parce que cela peut être utilisé dans une campagne électorale, ça s'appelle imputation calomnieuse et nous pouvons même aller en justice contre eux. Alors, monsieur le ministre, on va revenir au meeting de l'opposition. Vous savez très bien comment ça s'est passé. Finalement, ça s'est mal tourné à la fin. Est-ce que dans ce pays, on peut assister aussi à des meetings qui commencent bien et qui finissent bien finalement? Mais ce meeting a bien commencé et vers la fin, il y a eu effectivement des désordres que nous avons condamnés et il y a des enquêtes qui se déroulent maintenant. Et nous, sur le principe, en attendant la fin des enquêtes, nous avons condamné les auteurs de violences contre ceux qui étaient en train de faire le meeting, tout comme nous avons condamné ceux qui, faisant le meeting, ont provoqué ces violences-là avec des propos injurieux contre une haute autorité qui a des partisans à travers toute la République. Vous insultez Joseph Kabila. Joseph Kabila a plus de 15 millions d'électeurs dans ce pays. Et ici, parmi ces électeurs-là, il y en a qui ont effectivement violé la loi. Nous ne disons pas qu'ils ont bien fait. En réagissant, il faut condamner aussi bien les provocateurs que ceux qui, provoqués, au lieu de s'en remettre à la justice, ont voulu peut-être se faire justice eux-mêmes en s'attaquant à ceux qui insultaient le président. Voilà ce que nous avons su. Et c'est pourquoi nous avons émis une condamnation contre toute forme de violence, qu'elle soit physique, qu'elle soit verbale, et d'où qu'elles viennent des gens qui sont proches du président ou qu'elles viennent des gens de l'opposition qui ont insulté le président. Monsieur le ministre, apparemment, justement, vous avez parlé des violences, du soulèvement populaire. On voit, même le 21 janvier dernier, vous avez vu ce qui s'est passé. Oui, les populations sont sorties. Les populations, vous avez vu que moi, j'ai un rapport, nous allons le rendre public. Nulle part, on nous a additionné plus de 800 personnes ensemble. Mais c'est des populations congolaises quand même, monsieur le ministre. Les populations, parce que 800 personnes sont allées casser des magasins, c'est de l'abus de langage. 800 personnes dans une ville de 10 millions d'habitants, madame, c'est de l'abus de langage. Et même le meeting de Sainte-Thérèse, 2000 personnes. Monsieur le ministre, dès lors qu'il y a eu des morts, on ne peut pas minimiser. Il y a eu des morts, monsieur le ministre. Une personne peut tuer 20 personnes. On ne va pas dire que toute la ville a tué des gens. Il faut ramener les choses à leur juste proportion. Il y a eu des morts, monsieur le ministre. Je sais que je vous dis, une personne peut tuer 100 personnes, on ne va pas dire que toute la ville de Kinshasa a tué des gens. Donc ramener les choses à leur juste proportion. On va ramener des choses. Et il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Ne dites pas que les populations, ça c'est faux. Mais monsieur le ministre, justement, il y a eu des morts. Vous le savez très bien, quand on a approché ces gens-là, ils ont parlé d'une intention, encore une fois, et tout, le président de la République pourrait, s'il vous plaît... laisser aller brûler votre Parlement? S'il vous plaît, monsieur le ministre... Est-ce qu'on devait les laisser aller brûler le Parlement? Monsieur le ministre, tous ces gens, même le meeting qui s'est déroulé dernièrement, ils parlent non au troisième mandat, non au glissement. Pas de problème, monsieur le ministre, s'il vous plaît. Faites partie, 2000 personnes. 2000 personnes, c'est des Congolais. Arrêtez de nous faire prendre des décisions. C'est des Congolais, monsieur le ministre. Non représentatifs, madame.
Et pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Monsieur le ministre, que ce soit 2000 personnes ou 3000 personnes, c'est des Congolais. Les préparatifs d'au moins 3 semaines, ça montre ce qu'ils représentent. Monsieur le ministre, je vous le concède, mais c'est des Congolais à qui on doit beaucoup de respect même. Monsieur le ministre... J'ai dit que je ne les respecte pas. Ramener les choses à leur proportion, ce n'est pas manquer de respect. Mais justement, 3000 personnes, peu importe le nombre qui était là ce jour-là, ils parlent non au troisième glissement, non au glissement, non au troisième mandat, etc. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, laissez-moi finir. S'il vous plaît, monsieur le ministre, et ces gens-là qui ont manifesté les 19, 20, 21, ils ont parlé aussi de leur mode. On voulait casser le Parlement, on voulait brûler le Parlement, on a pillé les magasins des Chinois, c'est ça les manifestations? C'est interdit. Monsieur le ministre, criminels. Tous ces gens aujourd'hui, on a connu des morts le 21, 20, le 19, 20, 21, et on a vu comment est-ce qu'il y a eu des blessés le jour du meeting de l'opposition. Oui. Tous ces gens, le président de la République lui-même, il est au courant de ça, oui. Il est au courant de tout ce qui se raconte. Finalement, mais pourquoi on ne sait pas? Monsieur le ministre, pourquoi c'est votre réponse. Ouais. Monsieur le ministre, pourquoi le président de la République ne doit pas peut-être... Pourquoi il ne veut pas voir que c'est le moment de fixer l'opinion, qu'il va respecter la Constitution, qu'il va respecter la Constitution en 2007? Dans cette ville, 800 casseurs vont piller des magasins et le président doit aller faire parler politique avec des casseurs. Il y a 10 millions d'habitants, madame. 800 personnes vont casser des magasins de Chinois. Ils veulent brûler le Parlement et le président va leur répondre sur le registre de la politique. C'est ça la politique dans votre pays? Excusez-moi, nous ne considérons pas cela comme de la politique. Là où le président peut parler de ces choses-là, c'est dans le dialogue. Mais curieusement, ils ne veulent pas du dialogue. Alors qu'est-ce qu'ils veulent finalement? Vous ne pouvez vouloir une chose et son contraire. Vous voulez que le président s'exprime, il vous invite au dialogue, vous ne voulez pas y aller, mais vous voulez aller brûler le Parlement et le président doit s'exprimer pour vous faire plaisir. Le président pour apaiser les esprits, c'est lui le garant. C'est lui le garant de la nation, monsieur le ministre. Les esprits de Koulouna alors. Quand les Koulouna vont casser, quand les Koulouna vont violer parce qu'ils ont faim, il faudrait aussi que le président s'exprime pour les apaiser. Qu'est-ce que vous racontez? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? C'est de la criminalité. C'est la police qui s'occupe de ces cas-là, pas un président de la République. Alors, monsieur le ministre, justement, par rapport à tous ces mouvements, par rapport à tout ce qui s'est dit aujourd'hui, mais est-ce que le président de la République lui-même, il est conscient qu'il doit respecter la Constitution et qu'il doit partir en 2016 calmement? Est-ce qu'il s'est passé un seul jour, madame, où le président vous a dit qu'il allait violer la Constitution? Je vous écoute, pour que nous puissions discuter. Vous êtes en train d'inventer des histoires comme ça? Est-ce qu'il y a un jour où le président a dit qu'il allait violer la Constitution? Dites-moi, quand? Tous les discours, il dit je vais respecter la Constitution. Vous voulez quoi? Qu'il puisse négocier avec des Koulouna? Qu'il puisse négocier avec des casseurs? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voulez quoi finalement? Dites-moi ce que vous voulez. Je ne comprends pas. Il dit je vais respecter la Constitution. Et vous dites que le président doit dire qu'il va respecter la Constitution. Mais il va le dire dans quelle langue? Il va le dire comment? Il le dit comme c'est prévu. Est-ce qu'il y a une obligation dans la Constitution, dans les lois, où il est fait obligation à quelqu'un de déclarer sa non-candidature? C'est où? Ça existe où? Vous avez inventé cette loi où? Donc vous-même, vous rêvez comme ça, tellement des gens sont obsédés, ils veulent simplement se, excusez-moi le terme, masturber intellectuellement, et le président doit se prêter à cela? Non, madame, le président n'a pas été élu pour cela. Le président a été élu pour construire, le président a été élu pour rassembler derrière des thèmes qui ont fait l'objet de sa campagne électorale. Renouveau du peuple congolais, nouvelle citoyenneté, reconstruction, les 5 chantiers. Voilà pourquoi le président est là. Tout le reste, c'est de la distraction. C'est une campagne électorale anticipée. Nous n'allons pas céder à cela. Alors, monsieur le ministre, vous avez parlé du dialogue, ils ne veulent pas venir au dialogue. Aujourd'hui, il faudrait dire qu'au regard de ces deux grands partis politiques qui ne veulent pas venir, c'est-à-dire le MLC et l'UNC, il y a seulement l'UDPS. 2000 personnes, 20 partis, c'est des grands 20 partis qui rassemblent 2000 personnes, c'est des grands partis. Vous avez une conception bizarre des grands partis. Monsieur le ministre, aujourd'hui, est-ce que le dialogue est conditionné par la présence de l'UDPS? L'UDPS qui se dit prêt d'ailleurs pour venir au dialogue, même s'ils ont quand même rejeté le pré-dialogue, la rencontre qui a eu lieu. Monsieur le ministre, c'était quoi la suite? Le pré-dialogue, c'est bien achevé, madame. Vous êtes en train de parler là de choses qui relèvent plutôt d'une posture d'auto-valorisation
au sein de l'UDPS, parce qu'il y a eu un débat au sein de l'UDPS entre les pro et les anti-dialogues. Je pense que le président de l'UDPS a voulu un peu se valoriser, mais laissez-moi vous dire qu'avant son communiqué, nous avions conclu le pré-dialogue de manière très positive. Donc, vous parlez peut-être sans connaître. Mais pourquoi il a... Non, sans connaître, nous on parle sur base de faits. Sur base de faits. Allez-y. Posture d'auto-valorisation. Il faut faire semblant d'être. Mais là, c'est la politique. Nous sommes dans le fait. Nous restons dans la réalité. Le communiqué... On l'a conclu. C'est ça le fait. Je vous donne le fait. On l'a conclu. Très bien. On attend le dialogue. Voilà tout. Mais justement, ce dialogue est conditionné. Mais justement, le dialogue est conditionné par la présence de l'UDPS, parce qu'aujourd'hui, les autres partis ne veulent pas de votre dialogue, monsieur le ministre. Mais votre dialogue, c'est l'UDPS qui a demandé le dialogue. Vous dites votre dialogue. Moi, je suis de l'UDPS. Voilà que vous oubliez que c'est l'UDPS qui a demandé le dialogue. Le président a demandé simplement, en sa qualité de celui qui est le garant de tout ce qui peut se faire dans le pays, demander à l'UDPS qu'est-ce qu'il entendait par le dialogue. Ce n'est pas nous qui avons pris l'initiative du dialogue, c'est l'UDPS, donc ce n'est pas notre dialogue. Attendez le jour où vous aurez quelqu'un de l'UDPS, vous lui direz votre dialogue, pas moi, s'il vous plaît. Mais justement, monsieur le ministre, ce dialogue aura lieu quand? Parce que est-ce qu'il y a une pause, il y a un blocage? C'est le président qui va décider, parce que le président a repris cette idée de l'UDPS pour lui donner forme, pas en tant que chef de notre famille politique. Il a repris cette idée en tant que président de la République, garant légitime du fonctionnement des institutions. Donc c'est le président qui a la réponse, et moi je ne peux pas m'exprimer en lieu et place du président de la République. Parce que ce n'est pas comme chef de la famille politique qu'il a repris cette idée-là pour lui donner corps. Voilà. Alors, c'est le président qui dira si le dialogue aura lieu et quand il aura lieu. Mais justement... Alors, n'en faites pas une affaire initiée par notre famille politique. Vous diriez quelque chose qui n'est pas vrai à vos téléspectateurs. Monsieur le ministre, nous, on reste sur le fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est qui a initié le dialogue. C'est pas nous. Monsieur le ministre, le dialogue, justement, est-ce qu'on doit attendre à ce qu'on puisse rentrer dans le contexte de l'accord cadre d'Addis Abeba? Non. C'est déjà dépassé. Addis Abeba n'a jamais parlé de ce dialogue. L'accord cadre d'Addis Abeba parle de dialogue régional. Nous, Rwanda, Burundi, Ouganda. L'accord 2098. Comment un accord entre États 2098. Excusez-moi, comment un accord entre États peut régir des relations au sein d'un État? Mais nous parlons français. L'accord cadre d'Addis Abeba a été signé par qui? Vous avez vu les acteurs congolais, à part Joseph Kabila, signer cet accord? Alors ça peut engager des gens qui ne l'ont pas signé. L'accord engage les 11 États qui l'ont signé. Et on demande aux 11 États de dialoguer. Mais ici, c'est l'UDPS qui a parlé de dialogue. Le président a saisi la balle au bon. L'UDPS s'entremêle les pinceaux en disant il faut la communauté internationale. Nous disons on peut peut-être à la rigueur avoir une facilitation, mais dire qu'il y a une médiation, on n'est pas en guerre avec l'UDPS. Nous parlons tous les jours. Donc, il y a des choses qu'on a mises au point dans le pré-dialogue et ça pourrait se faire si le président estime que c'est nécessaire. Est-ce que vous allez finir vous mettre d'accord, monsieur le ministre? Je vous dis qu'on s'est mis d'accord puisqu'il y a eu le pré-dialogue. Malgré la gesticulation du président de l'UDPS, on a trouvé un accord. C'est une gesticulation, je vous dis, qui est destinée c'est des jeux politiques alors finalement. Posez la question à l'UDPS. Moi je vous dis que nous sommes arrivés à une conclusion aux pré-négociations. Aux pré-négociations. Monsieur le ministre, on va parler à présent de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a eu encore des morts enregistrées dans cette partie du pays. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le terrorisme. Nous sommes victimes du terrorisme comme beaucoup de pays de par le monde, comme les États-Unis, comme la France, comme le Nigeria, comme le Cameroun, comme le Tchad. Nous sommes victimes du terrorisme, comme le Kenya. Qu'est-ce que vous voulez? Dans ce vaste monde, on est aussi pas à l'abri toujours de ces actes. Cela dure quand même beaucoup d'années dans ce pays, monsieur le ministre. Peut-être ces 20 dernières années, il y en a comme au Liban, ça dure depuis plus de 60 ans, madame. Pour essayer de minimiser notre situation? Non, c'est pour relativiser, parce que vous faites des analyses, il ne faut pas terroriser les gens. C'est pour relativiser, vous dire que ce sont des choses qui arrivent. Et quelles sont des opérations justement qui sont... Mais notre armée est là, on vous donne toujours le décompte. Il y a des garçons et des filles qui meurent tous les jours à cause de ça. Et donc il faut quand même leur rendre honneur en reconnaissant qu'il y a un sacrifice qui est fait. Il ne faut pas faire semblant qu'il n'y a rien qui est fait. Ça se fait tous les jours. Alors, monsieur le ministre, on va revenir justement à cette actualité par rapport aux différentes démissions. Monsieur le ministre,
On a enregistré quelques démissions, la démission du ministre de la fonction publique, la démission de M. Charles Simba et le ministre du Plan. La démission du ministre des Affaires foncières, madame. Je n'ai pas encore appris que le ministre de la fonction publique ait démissionné. Vous n'avez pas encore appris cela? Oui. Affaires foncières, oui. Mais M. Charles Simba? M. Simba, oui. Mais pas encore celui de la fonction publique. Pas encore. Monsieur le ministre, on revient. Le ministre du Plan a-t-il été révoqué ou démissionné? Non, il a démissionné. Mais il a été révoqué. Il n'a pas nié qu'il a été révoqué. Il n'a pas dit autre chose. Monsieur le ministre, à quand l'installation du nouveau gouvernement finalement? Est-ce que on attend? Est-ce que le ministre du Plan sera remplacé? La vice-ministre du Plan va combler le vide qu'il y a au ministère du Plan. S'il y a un vice-ministre, c'est pour combler le vide. Et s'il n'y a pas de vice-ministre, il appartient toujours au président de la République et au Premier ministre de désigner un autre ministre pour assurer l'intérim. C'est ce qui se fait aux affaires sociales. On n'a pas de ministre des affaires sociales, mais il y a un ministre, une ministre qui est chargée de faire l'intérim aux affaires sociales. Est-ce qu'on peut attendre, on peut s'attendre à un nouveau gouvernement Seul le d'ici? président le sait, madame. Seul le président le sait. C'est lui le patron de l'exécutif. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames, messieurs, à vous également un grand merci de nous avoir suivis durant 50 minutes. Nous avons reçu sur ce plateau le porte-parole du gouvernement, monsieur Lambert Mende. On a parlé de cette actualité qui reste dominée par la révocation de quelques membres du gouvernement. Oui, mais aussi de démission. L'actualité reste dominée aussi par le dialogue. Est-ce qu'il y a eu blocage ou il y a eu une pause? Le ministre a répondu à toutes les questions. Vous allez suivre cette émission rediffusion demain à partir des 10h, mais aussi sur la page Facebook Barbara Nzimbi officielle. D'ici là, portez-vous bien et restez avec nous sur la télévision haute définition. Merci.